Il est 13h, bonjour à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche 25 octobre 2020. Plusieurs personnes interpellées par les forces de sécurité après les tristes événements survenus à Dabou. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomondé, était au journal télévisé de 20h d'hier soir pour faire le point. Après ces événements, des mesures annoncées, une opération de sécurisation de la période électorale dénommée le barrissement de l'éléphant entre dans sa phase active. Emploi jeune, 570 millions de francs CFA investis pour les jeunes du Sud Comoé, une action qui s'inscrit dans le cadre du projet Agir pour les jeunes. La caravane baptisée Rendez-vous avec le jeune du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi jeune a fait des heures dans la région. Présidentielle en Guinée, alors que la CENI vient de proclamer le président sortant Alpha Condé vainqueur de l'élection présidentielle avec 59% des voix contre 33% des suffrages pour l'opposant Cellou Dalein Diallo. Des tensions ont secoué hier samedi le pays. Une mission de diplomatie préventive est attendue à Conakry pour tenter d'apaiser les tensions. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Nous sommes dimanche 25 octobre 2020. Dans le cadre de votre rendez-vous de ce Dimanche Magazine, nous recevons le professeur Isiaka Tiambré. Il est le sous-directeur de la vaccinologie à l'Institut national d'hygiène publique INHP. Et il est avec nous sur ce plateau. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Guivet. Avec vous, professeur, nous parlerons d'une maladie. Il s'agit de la rage. Comment la vaincre? Que fait l'État pour assurer justement la lutte contre cette maladie en Côte d'Ivoire? Je vous retrouve dans une trentaine de minutes, professeur, pour en parler. Merci. La ville de Dabou a connu des heures difficiles suite aux événements tragiques qui ont bouleversé son quotidien. À l'issue de ces événements, une cinquantaine de personnes ont été mises aux arrêts par les éléments des forces de défense et de sécurité. Et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomondé, qui était l'invité du JT de 20h présenté hier soir par Marie-Laure Goran, rassure, le calme est revenu. Il était porteur d'un communiqué du gouvernement relatif aux événements survenus dans la circonscription de Dabou. Je vous invite à le suivre. Communiqué du gouvernement relatif aux événements survenus dans la circonscription de Dabou. Le 20 septembre 2020, des responsables de partis politiques et groupements de l'opposition ont lancé un appel à la désobéissance civile. Le gouvernement constate avec regret que cette désobéissance civile se traduit par des actes constitutifs d'infractions pénales. En effet, de nombreuses violences ont été constatées dans certaines villes de notre pays. Ainsi, du lundi 19 au mercredi 21 octobre 2020, la circonscription de Dabou a été le théâtre d'incidents d'une extrême gravité. Ces faits se sont caractérisés par les atteintes à la vie, à l'intégrité physique des personnes, ainsi que de leurs biens, à l'entrave à la liberté de circulation, au pillage et incendie. Face à cette situation, un important dispositif des forces de l'ordre a été déployé, ainsi que l'instauration d'un couvre-feu dans le département de Dabou. Le bilan de ces dérapages fait état de dégâts humains et matériels importants. En effet, il a été enregistré au cours de ces 3 jours 16 décès, 67 blessés, 3 maisons d'habitation et une ferme avicole incendiée, 10 véhicules de transport en commun incendiés, plusieurs biens emportés dans le village de Agnébi et de Kpass, 52 individus interpellés, 12 fusils calibre 12 et 70 machettes saisies. Le gouvernement présente ses sincères condoléances aux familles des personnes décédées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Les premières investigations ont révélé que ces actes ont été suscités avec la présence d'individus non résidents dans la localité qui ont indistinctement porté atteinte à l'intégrité physique et aux biens des membres des 2 communautés en ayant pour sombre dessein de créer un conflit intercommunautaire. Le gouvernement tient à indiquer que les investigations se poursuivent en vue de rechercher et interpeller aussi bien ceux qui commettent personnellement ces actes que ceux qui incitent à les commettre en donnant des instructions ou en suscitant leur réalisation
par des promesses de moyens financiers, tous ces acteurs subiront la rigueur de la loi. Par ailleurs, le gouvernement rassure les populations que toutes les mesures nécessaires sont prises en vue de la protection des biens, des personnes et des institutions de la République. Fait à Abidjan le 24 octobre 2020, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Mesdames et messieurs, au cours de cet entretien qu'il a eu avec Marie-Laure Gourand, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé, a fait le point des événements survenus dans la ville de Dabou. Je vous propose de suivre ensemble cet extrait. Quel était le mode opératoire à Dabou? Il faut que ce soit clair. Ce sont des individus, comme ça a été dit dans le communiqué, qui ne sont pas résidents de la ville de Dabou. Parce que quasiment tous les habitants de la ville de Dabou se connaissent plus ou moins. Ce sont des individus qui ont été convoyés d'ailleurs et qui ont attaqué les Adjoukrou. Ils se sont repliés, ils sont allés attaquer les Djoula. Les mêmes personnes. Les mêmes personnes. De façon à ce que chaque communauté pense que c'est l'autre qui vient l'attaquer. L'objectif, c'est de créer un conflit intercommunautaire. C'est comme ça qu'elles ont opéré. Les dispositions ont été prises dans le cadre spécifique des élections. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aucune force de sécurité n'a été retirée de sa position depuis toujours. Bien au contraire, les effectifs ont été renforcés. L'opération spéciale qui a été donc mise en place par les grands commandements, qui s'appelle barrissement de l'éléphant, va être déployée pour permettre à toutes les populations, non seulement de vaquer tranquillement à leurs occupations, mais aussi de remplir leurs droits civiques. Tout le monde pourra aller voter. En toute sérénité. En toute sérénité. Et l'actualité, vous le savez, reste marquée par le processus électoral en vue de l'applaudissement au scrutin du 31 octobre, dans quelques jours donc. Et les différents candidats retenus pour cette présidentielle sont invités à venir faire connaître aux potentiels électeurs leur vision pour la Côte d'Ivoire lors d'un exercice télévisé de RTI1 dénommé Face aux électeurs. Et ce communiqué de la HACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, informe de certaines modifications opérées dans le cadre de cette émission. Un communiqué dont je viens vous livrer le contenu. À raison du deuil national de 72 heures décrété en la mémoire du ministre Sidiki Diakité et suite à l'autorisation de la commission électorale indépendante, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, la HACA, donc après consultation des candidats, modifie les jours et heures de passage à l'émission Face aux électeurs comme suite. Mardi 27 octobre 2020 à 21h15, M. Alassane Ouattara ou son représentant. Mercredi 28 octobre 2020 à 21h15, M. Kwadio Konan-Bertin ou son représentant. Jeudi 29 octobre 2020 à 21h15, M. Afingue San-Pascal ou son représentant. Vendredi 30 octobre 2020 à 21h15, M. Bédier Konan-Aimé Henry ou son représentant. À quelques jours donc des élections présidentielles, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire et les organisations professionnelles des médias appellent les journalistes en général, les professionnels de la presse numérique à plus de responsabilité, de professionnalisme dans l'expression de leur plume. Dans une déclaration lue à la Maison de la Presse, les professionnels de la presse ont aussi invité les acteurs politiques à privilégier l'intérêt supérieur de la nation afin de favoriser un climat sociopolitique apaisé. Georges Tido, Jean-Marc Djadji. Les journalistes de Côte d'Ivoire exhortés à plus de responsabilité dans le traitement et la diffusion de l'information en cette période électorale. Dans une déclaration de l'ensemble des organisations professionnelles de médias, ils sont invités à plus de professionnalisme. Les organisations professionnelles des médias leur rappellent qu'ils doivent rester strictement professionnels et éviter de se rendre complices en diffusant dans leur support et sur les réseaux sociaux des propos haineux et susceptibles de provoquer des affrontements, des conflits intercommunautaires et de déstructurer le tissu social. Le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire et les organisations professionnelles de médias ont également appelé la classe politique à mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Les organisations professionnelles des médias voudraient-elles exhorter les acteurs politiques, toutes tendances confondues, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation
et garantir en tout lieu et en tout temps la sécurité des journalistes engagés à travers la signature, le 9 octobre 2020, d'une charte dénommée les 10 commandements des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire pour une élection apaisée en 2020. Au cours de cette rencontre, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a saisi l'occasion pour lancer un appel aux populations. Le journaliste n'est pas l'ennemi ou l'adversaire de quelqu'un. Le journaliste est, si vous voulez, un éveilleur de conscience. Le journaliste fait son métier pour forger une conscience nationale, une conscience citoyenne, pour amener les uns et les autres à faire la part des choses. Tour à tour, les responsables de ces organisations ont signé la présente déclaration et se sont engagés à son respect. Et parlons de l'apaisement du climat social. Les jeunes et les femmes de la région de la Marawe invités à la préservation de la paix. C'était au cours d'une rencontre qu'a suivi pour nous Godfrey Okambawa. Les jeunes et les femmes de la région de la Marawe s'engagent pour un environnement électoral apaisé. Ils ont décidé d'une seule voix d'aller dans tous les hameaux, campements et villages pour parler de paix et de cohésion sociale. Selon Nayas Zamblé, cadre de la région initiatrice de cette rencontre, la Marawe est une terre qui regroupe plusieurs peuples, un bel exemple de brassage qui permettra de consolider le vivre ensemble. Parlant de la période électorale, les initiateurs de cette rencontre ont exhorté les populations à ne pas céder aux provocations, mais de privilégier le dialogue en cas de différend. Les populations sont également invitées à retirer leur carte d'électeur afin d'exercer leurs droits civiques en participant activement à l'élection présidentielle du 31 octobre. Des invitations à la préservation de la paix auxquelles viennent se joindre prières et supplications. Les communautés musulmanes, haristes, méthodistes, catholiques du village d'Anono dans la commune de Cocody ont ensemble prié au stade du dit village, une initiative du curé de l'église catholique Saint-François, Xavier d'Anono, qui vise à promouvoir la paix et la cohésion sociale entre les habitants d'Anono, avec comme objectif final impacter positivement la nation tout entière. C'est Forazeki. C'est main dans la main que chrétiens et musulmans du village d'Anono ont célébré la paix à l'approche de l'élection présidentielle. Ensemble, les habitants de ce village à Tchan disent non aux violences qui ont troublé il y a quelques jours leur quiétude. Femmes, parlons à nos enfants, car la violence ne sert à rien. Vous les hommes, ressaisissez-vous. Il nous faut prôner la cohésion sociale, l'harmonie, le pardon dans nos actions de tous les jours, afin que règne la paix dans notre cher Anono. Initiateur de cet événement, le curé de la paroisse Saint-François Xavier d'Anono veut emmener les habitants du village à une cohabitation pacifique. Pour ceux qui ont cohabité depuis longtemps ensemble, il nous faut toujours préserver cela, cette graine de la paix. Et c'est ce que Anono veut montrer à la face du monde entier, pour dire que la paix est possible. Musulmans, catholiques, méthodistes, haristes, toutes les confessions religieuses confondues, à partir de là, faire ventiler le message de la paix. Si tout nous divise, que la religion nous rapproche. Cette prière interreligieuse était l'occasion pour les guides religieux et chefs coutumiers de faire passer leur message de paix et prier pour une élection apaisée. La paix est un bien commun qui doit être préservé. Et si on se dit religieux, comme la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité, chacun se réclame d'un culte. Les guides religieux ont pu se mettre ensemble, donc il devient prétentieux de se réclamer d'une confession et de ne pas s'inscrire dans cette dynamique. Le 6 août jusqu'à aujourd'hui, il fallait forcément que nous, en tant que chefs coutumiers, nous prenons nos bâtons de pèlerin et puis crier pour demander à toute la population de mettre à la terre. Le représentant du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé a invité la jeunesse à plus de retenue dans cette période sensible. Le gouverneur m'invite à vous demander de réfléchir. Si on réfléchit, on ne peut pas porter atteinte à l'intégrité physique d'un frère, d'un ami avec qui nous vivons. La prière pour la paix à Anono est l'apothéose d'une caravane pour la paix qui a démarré depuis le 2 octobre.
De l'emploi pour les jeunes et des opportunités pour eux, 570 millions de francs CFA investis pour les jeunes du Sud Comoé, une action qui s'inscrit dans le cadre du projet Agir pour les jeunes. La caravane baptisée Rendez-vous avec les jeunes du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a fait des heureux dans la région. Ce cadre d'échange direct entre le ministre Mamadou Touré et les jeunes a permis de comprendre les préoccupations de ces jeunes. Le reportage de Mamadou Kouassi. Pour les différentes opérations Agir pour les jeunes, initiées par le gouvernement, ce sont plus de 570 millions de francs CFA qui ont été investis dans le Sud Comoé en faveur de la jeunesse. Des investissements pour sortir les jeunes de la pauvreté tout en leur accordant des projets générateurs de revenus. C'est ce qui ressort de la rencontre du ministre Mamadou Touré avec les jeunes de cette partie de la Côte d'Ivoire, tenue dans la ville d'Aboisseau. Cadre d'échange direct avec les jeunes, la caravane Rendez-vous avec les jeunes a fait de son escale d'Aboisseau un moment de bilan pour la phase 2 du projet Agir pour les jeunes. Et les bénéficiaires se réjouissent pour l'initiative du gouvernement. Le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a fait le point des actions du gouvernement en faveur de la jeunesse. 877 acteurs du secteur informel ont été impactés selon lui. Et pour la prochaine phase, ce sont 3139 jeunes qui bénéficieront de 767 millions de francs CFA pour s'assumer économiquement. Et pour la phase 3, qui va démarrer à partir d'aujourd'hui, ce sont 306 millions que nous allons investir dans les jours prochains pour les autres jeunes, en dehors de ceux qui sont déjà bénéficiaires. Le ministre Mamadou Touré a également invité les jeunes à la culture de la non-violence en cette période électorale. Après Aboisseau, le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes mettra le cap sur d'autres communes du district d'Abidjan pour mieux comprendre les préoccupations des jeunes ivoiriens. École de la Poste, 17 élèves, administrateurs et inspecteurs reçoivent leur diplôme. Parmi eux, 6 administrateurs et 11 inspecteurs issus de plusieurs pays de la sous-région viennent d'achever leur formation d'une année. Ils sont désormais aptes à relever le défi de la modernisation de ce secteur, en proie à des difficultés depuis des années, nous dit Issa Chonayeo. 6 élèves administrateurs sur 7 et 11 inspecteurs des postes et services financiers sur 12, provenant de plusieurs pays de la sous-région, ont reçu leur diplôme. Ce, après un an de formation à l'École multinationale supérieure des postes d'Abidjan, EMSP. Cette formation elle est particulièrement très importante pour tout agent de la Poste. C'est une formation de cadre supérieur. Donc maintenant, nous devons participer activement à la vie de notre entreprise, en rentrant dans notre pays. Nous avons reçu de très bonnes formations avec d'éminents professeurs qui nous ont enseigné, comme on le dit en anglais, les best practices du métier de la Poste. La Poste est à la croisée des chemins dans plusieurs pays africains. La formation des cadres pour les responsables des services postaux constitue une véritable solution pour le rayonnement du secteur sur le continent. La Poste africaine a un besoin de se restructurer, un besoin de se remettre en question, un besoin de renaître. Parce qu'en Afrique, tout le monde connaît la Poste. Le représentant du ministre de l'économie numérique et de la Poste se réjouit de la qualité de la formation à l'École multinationale supérieure des postes d'Abidjan, malgré la pandémie du coronavirus. Face à la pandémie de la Covid-19, divers secteurs ont été confrontés à des problématiques et à des défis importants, principalement le secteur de la formation. Et l'EMSC étant une institution sous la tutelle du ministère, nous sommes heureux de ce que nous avons constaté aujourd'hui, à savoir qu'à force d'innovation et de résilience, ils sont arrivés au bout de cette année académique. Lassina Konaté a exhorté les récipiendaires à s'inspirer de leur parrain, Abdoul Ly, directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et de la Poste du Sénégal, un modèle dans le secteur pour son abnégation au travail. Mesdames et messieurs, prenons ensemble la direction de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le prix d'excellence du président de cette université est initié par le CERCOM. Entendez le Centre d'études et de recherche en communication avec intégration des arts. Ce prix a pour objectif de promouvoir la scène émulation, récompenser les meilleurs enseignants et étudiants des 2 départements de l'UFRICA, arts et communication,
Également, ce prix vient pour reconnaître les mérites du président de la plus grande et ancienne université de Côte d'Ivoire, le professeur Abou Karamoko. La première édition de ce prix, tenue à l'amphithéâtre A du district de cette université, a permis de distinguer 7 personnes, dont Bleu Cheikh Ahmed, meilleur étudiant en journalisme récompensé par l'UNJCI, et un master musicologie, Boiré Assetou, déclaré lauréate du Grand Prix Abou Karamoko. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Symphonie musicale et danse, mais également de l'émotion, il y en avait à cette première édition du prix Abou Karamoko, illustre président de l'université Félix Houphouët-Boigny. Initié par le Centre d'études et de recherche en communication avec intégration des arts, CECOM, la présente édition a permis de récompenser 7 personnes, enseignants et étudiants. Il est temps, avec toutes les intelligences que nous avons, de remettre cette université au cœur du développement, mais il faut d'abord passer par l'identification des génies, des intelligences, et les célébrer afin de proposer à la jeunesse des modèles et de permettre à cette université de se valoriser, de valoriser la société ivoirienne par sa contribution au développement. Bleu Cheikh Ahmed, meilleur étudiant en journalisme, récompensé par l'UNJCI. Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, lui a promis un stage dans une rédaction. Étudiante en master musicologie, Boiré Assetou a été déclarée lauréate du Grand Prix Abou Karamoko. J'aimerais continuer mes études jusqu'en année de doctorat, pourquoi pas. Continuer, faire la fierté de mon université, faire la fierté de ma famille. Le professeur Abou Karamoko, président de l'université Félix Houphouët-Boigny, s'est félicité de l'initiative. Cette activité atteste, si besoin en était encore, que l'UFHB renoue avec les valeurs universelles qui fondent toute université digne de ce nom, notamment le travail bien fait, l'équité, à travers l'évaluation, la saine émulation, la culture de l'excellence, l'intégrité morale et toute autre valeur citoyenne. Pour l'année universitaire en cours, l'UFR Information, Communication et Arts de l'université Félix Houphouët-Boigny compte 2683 étudiants. Voilà qui motive et galvanise. La mosquée principale de Bondo, une sous-préfecture dans le département de Bondoukou, restée pendant 8 ans sans imam du fait d'une fracture sociale au sein de la communauté musulmane de cette sous-préfecture, a désormais son nouveau guide religieux. Suite à la médiation de l'administrateur territorial, les fidèles musulmans ont décidé de tourner la page et d'aller à la paix, un engagement traduit par l'installation officielle de l'imam qui fait consensus. Jean-Marc Djadji. C'est un nouveau départ que prend la communauté musulmane de Bondo en termes de rapport entre coreligionnaires. Les musulmans de cette localité, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Bondoukou, s'accordent enfin sur celui qui va diriger les prières et sermons les vendredis et jours spéciaux de célébration d'Allah. Il s'appelle Cheikh Domba Bamba, officiellement installé comme imam principal de Bondo. Au nom de Dieu, au nom d'Allah et tous son messager, mes priorités, c'est de réconcilier par le Coran et les hadiths du prophète tout le village, toute la population puisse être dans l'entente, dans la paix, dans la concorde. Elhadj Ismaël Timité, en sa double qualité de représentant du grand imam de Bondoukou et du COSIM, Conseil supérieur des imams, est chargé d'installer le nouvel imam dans le strict respect des rites qu'exige l'islam en pareilles circonstances. L'acte restaure définitivement la paix au sein de la communauté musulmane et met fin à 8 années de palabres autour de la fonction d'imam à Bondo. En amont, plusieurs médiations ont été menées par le sous-préfet de Bondo, à l'issue desquelles toutes les parties se sont engagées à pérenniser la cohésion dans la communauté. Désormais, la fonction d'imam principal à Bondo obéit au mode de l'alternance. Nous avons élaboré une charte de l'imama de Bondo, laquelle charte a été signée par toutes les parties. Toutes les parties se sont engagées à respecter la dite charte et c'est sur le fondement de cette charte que nous avons désigné un imam central ainsi que 4 imams adjoints. Tous sont tombés d'accord, tous ont accepté ces imams et nous sommes allés à la paix. À partir du moment où un document signé par chacune des parties existe, il n'y a plus normalement de raison qu'on ne s'accorde pas. Et donc nous avons espoir que ce sera un longtemps souvenir des incompréhensions du passé.
La paix, de retour au sein de la communauté musulmane de Bondo, reste à relever un autre défi, son désenclavement et sa marche vers le progrès. Dans l'actualité internationale en Guinée, alors que la CENI vient de proclamer le président sortant Alpha Condé vainqueur de l'élection présidentielle dès le premier tour avec 59% des voix contre 33% des suffrages pour l'opposant Cellou Dalein Diallo, des affrontements ont eu lieu hier samedi dans le pays. Face à la situation, une mission de diplomatie préventive est attendue à Conakry pour tenter d'apaiser les tensions. Et puis sachez également que le président de Samsung Electronics, Lee Kun-hee, qui a fait du groupe un géant mondial des télécommunications et décédé à l'âge de 78 ans, a annoncé le groupe sud-coréen. Sous sa direction, Samsung est devenu le plus grand producteur de smartphones et de puces électroniques de la planète. Le chiffre d'affaires global de l'entreprise équivaut désormais à 1/5 du produit intérieur brut du pays. Et sachez également que la Covid-19 continue de sévir. Il ne faut surtout pas l'oublier, l'État de Côte d'Ivoire toujours engagé dans la lutte contre la maladie. Les derniers chiffres publiés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique révèlent 24 nouveaux cas confirmés de Covid-19 sur 1608 échantillons prélevés, 37 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 171 cas actifs. Il faut donc continuer de redoubler de vigilance face à cette maladie. Suite à plusieurs appels lancés sur les réseaux sociaux pour venir en aide à des enfants malades, le Premier ministre Ahmed Bakayoko apporte un soutien financier à quelques-uns d'entre eux. Un appui financier pour aider les parents dans la prise en charge médicale de ces enfants. C'est ce que nous dit Godfrey Okambawa. Âgés de 6, 12 et 20 ans, ces enfants souffrent de pathologies diverses. Le premier d'un cancer, le deuxième d'une tumeur et le troisième d'une tuberculose osseuse. Suite à un SOS lancé sur les réseaux sociaux par ces derniers, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a décidé de faire parler son cœur en apportant un soutien financier à ses enfants. Un geste de solidarité auquel ne s'attendaient pas les parents. Je remercie le Premier ministre pour le geste qu'il a fait pour la santé de mon enfant. Parce que grâce à lui, je vais au moins soigner mon enfant. Vraiment, on a beaucoup dépensé, plus de 10 millions. Souvent, même quand on nous donne les ordonnances, on pleure, on ne sait pas où enlever l'argent. Vraiment, je dis merci au Premier ministre. Selon l'émissaire du Premier ministre, après ces dons, un suivi régulier sera fait jusqu'à la guérison de ces enfants. C'est donc fort des valeurs qu'incarne le Premier ministre, qu'il a donc décidé de voler au secours de ces malades à travers un appui financier qui n'est qu'une première démarche. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko n'est pas à son premier geste de solidarité et ce don arrive comme un nouvel espoir de guérison pour ses enfants. Alors, mesdames et messieurs, voici venu le moment pour nous d'aborder la phase magazine de cette édition. Et dans ce cadre, nous recevons ce dimanche le professeur Isiaka Atiamvré. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Guivet. Vous êtes le sous-directeur de la vaccinologie à l'Institut national d'hygiène publique à l'INHP. Professeur, avec vous, nous allons parler de la rage, cette maladie, son mode de transmission, les principaux défis dans la lutte contre la rage en Côte d'Ivoire, mais surtout comment la vaincre. Et bien sûr, des questions périphériques vous seront posées avec pour but d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Alors, professeur, pour commencer, la première question qui nous vient tout de suite à l'idée, c'est qu'est-ce que la rage de façon générale? Merci, M. Guivet. Je voudrais avant tout vous remercier au nom du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour cette opportunité que vous nous donnez de parler de cette maladie qui est une maladie préoccupante du point de vue de santé publique. Donc la rage, c'est une maladie virale, c'est dû à un virus, c'est une maladie à prévention vaccinale, c'est une zoonose, c'est une maladie des animaux qui malheureusement peut toucher l'homme. Et la particularité de cette maladie, c'est que lorsqu'elle est déclarée, elle est mortelle à 100%. Mais fort heureusement, on peut aussi la prévenir à 100%. Et comment se transmet-elle cette maladie? Eh bien, cette maladie va se transmettre essentiellement par le contact avec la salive d'un animal infecté. Et en particulier, le chien qui est atteint de la maladie, lorsqu'il va mordre, lorsqu'il va griffer, ou bien lorsqu'il va lécher une peau lésée, c'est-à-dire une peau
dans laquelle il y a une plaie, sur laquelle il y a une plaie, eh bien, le virus va être transmis à l'homme à travers la salive. Donc, essentiellement, c'est une transmission par morsure, par griffure, par léchage d'une peau lésée. C'est à travers ce mode-là que la maladie est transmise à l'homme. Alors, quelle est l'ampleur du problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Parlons bien sûr de la rage. Oui, effectivement. Les personnes touchées, les zones également. Oui, merci. Au niveau mondial, on a à peu près 59 000 cas par an. Ça, c'est ce que l'OMS déclare. En Afrique, 24 000. Et puis en Côte d'Ivoire, nous avons regardé sur les 10 dernières années, on a eu quand même 187 cas. Donc, ce qui donne à peu près 19 cas chaque année. Donc, de façon régulière, nous notifions, disons, 19 à 20 cas chaque année. Et donc, ça, c'est concernant les cas de rage humaine. Et concernant les zones touchées, bon, c'est une endémie, donc la maladie existe partout. Mais les zones dans lesquelles les cas de rage sont régulièrement notés, c'est surtout les zones du sud-ouest, donc Sampédo, Daloa, Man, Divo, etc. et même Kogo. Donc dans ces zones-là, on a régulièrement des cas chaque année. Et quelle analyse faites-vous de ces cas répertoriés? Sont-ils en baisse ou connaissent-ils une constante évolution par rapport aux années précédentes? Oui, donc là, il faut dire que depuis quelques années, on a assisté à une amélioration du système de notification des cas. Et lorsque vous améliorez le système de notification des cas, eh bien, vous allez voir plusieurs cas. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une certaine visibilité. Et en dehors des cas, il y a aussi les personnes qui sont exposées, qui sont mordues ou griffées par un animal qui vient que nous recevons. Et donc, chaque année, on a à peu près 12 000 personnes qui sont exposées à la rage, qui viennent dans les centres de prise en charge et qui sont ainsi vaccinées pour lutter contre cette maladie. Alors, professeur, puisque nous parlons de l'impact de cette maladie en Côte d'Ivoire, un élément nous permet justement d'en savoir un peu plus sur ce qui est fait ici en Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre la rage. Nous allons donc le suivre. Le 28 septembre 2020, eh bien, mesdames et messieurs, marque la célébration de la 4e journée mondiale de la lutte contre la rage. La commune d'Adjamé a accueilli la commémoration « Finissons-en avec la rage, collaborons et vaincrons cette maladie, vaccinons donc toute personne contaminée par cette maladie ». Et selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la rage est une zoonose majeure qui occasionne un décès toutes les 9 minutes dans le monde. En Côte d'Ivoire, la rage est une maladie endémique. Les données de la surveillance épidémiologique dans le secteur de la santé publique indiquent 72 décès déclarés de manière officielle durant ces 3 dernières années, dont 49% en enfants. C'est pour préserver la vie des populations que le ministre Moussa Dosso, ministre des Ressources animales et halieutiques, a offert à la commune d'Adjamé plus de 3000 doses de vaccins contre la rage, ce dont vise également à encourager les populations ainsi que les acteurs de la lutte contre la rage à s'engager davantage dans le processus de l'élimination de la rage et à continuer la sensibilisation pour la vaccination des carnivores domestiques. Le reportage est signé Walter Amadou Ouattara. Cette 14e journée mondiale de la lutte contre la rage est mise à profit pour faire passer des messages. Chaque année, l'infection tue des dizaines de milliers de personnes, principalement en Asie et malheureusement en Afrique. Et les enfants de moins de 15 ans représentent 40% des personnes mordues par un animal pour lequel il existe une suspicion de rage. Cette maladie ne connaît aucune frontière. Dans le slogan de cette année, nous avons « Vaccinons ». Vaccinons pour souligner à grands traits l'avancée majeure que le monde a enregistrée. Pour l'année 2020 en cours, 7 décès ont été enregistrés dans 6 districts sanitaires du pays. C'est pour faciliter le processus de l'élimination de la rage fixé à l'horizon 2030 que la rage a été classée parmi les 5 maladies infectieuses des animaux vertébrés, maladies transmissibles à l'être humain dénommées zoonoses. L'atteinte de cet objectif passe par la grande implication des acteurs de la lutte et par la sensibilisation des populations. Vacciner son chien ne coûte que 1000 francs CFA. Et si vous ne le faites pas et que par mégarde, le chien mord un enfant,
eh bien, c'est 40 fois plus que vous devrez débourser pour soigner l'enfant. C'est-à-dire, c'est 1000 francs le vaccin et c'est 40 000 francs qu'il faut que vous déboursez pour pouvoir soigner cet enfant. En Côte d'Ivoire, sur plus de 1 500 000, moins de 10% de la population canine peut être considérée comme correctement vaccinée. Alors, professeur, que vous inspire cette action posée par le ministre Moussa Dosso? Oui, c'est une action très importante parce que nous savons que dans la lutte contre la rage, la stratégie la plus efficace et la plus économique, c'est bien la vaccination des animaux, notamment des chiens. Donc, lorsque les chiens sont protégés, sont vaccinés, eh bien, à ce moment-là, ça permet de protéger les hommes. Mais il faut dire que pour que la chaîne de transmission soit rompue au niveau des animaux, il faut atteindre au moins 70% de couverture vaccinale. Or, actuellement, comme on l'a vu dans le reportage, la couverture vaccinale est très faible. Elle est moins de 10%, elle est estimée à peu près à 3% d'après les études qui ont été faites. Donc, vous voyez qu'il y a des efforts à faire pour que la rage canine soit contrôlée avant que l'élimination de la rage humaine ne soit possible. Alors, professeur, une question que l'on se pose également, pourquoi certaines personnes continuent de mourir de la rage alors que toutes ces actions sont déployées par le gouvernement justement pour endiguer la maladie? Oui, bon, je pense que c'est dû aux questions de perception de l'exposition à la rage. C'est aussi dû à la méconnaissance, c'est dû disons, à la négligence des différentes morsures et aussi à l'attitude que l'homme a vis-à-vis des animaux, notamment le chien. Et donc, c'est tous ces facteurs-là qui expliquent que malgré tout ce qui est fait, malgré tout le plan qui est en train d'être développé, parce que n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un plan national de lutte intégrée contre la rage et 2018-2030, et malgré tous ces instruments, tous ces outils, des gens continuent de mourir de la rage. Donc, négligence, ignorance, etc. Et quels sont les principaux défis de la Côte d'Ivoire, justement, pour lutter contre cette maladie? Est-ce que ce plan dont vous parlez, quelle est la phase? Dans quelle phase il se trouve? Phase active? Oui, le plan a été adopté et actuellement, nous sommes dans la phase active. Nous sommes en train de voir les différents axes. Nous sommes en train de finaliser les différents axes. Il y a pas plus de 2 semaines, nous étions à Grand Bassam pour adopter le plan de communication. Parce que la communication, c'est un élément très, très important. Et donc, parlant des défis, je pense que le premier défi se trouve au niveau communautaire. Comment arriver à faire en sorte que les communautés puissent s'engager dans la lutte contre cette maladie? Et dans ce cadre-là, nous mettons en place progressivement des comités de lutte contre la rage au niveau des différentes communautés. Il y a eu une expérience qui a été réalisée à Boaké, à San Pedro, et c'était très concluant. Le deuxième défi, c'est la sensibilisation. C'est pourquoi chaque année, il y a la journée mondiale de lutte contre la rage. Nous venons de voir le reportage qui permet de sensibiliser, d'éduquer les populations vis-à-vis de cette maladie et surtout vis-à-vis des morsures ou des griffures d'animaux. Et puis le troisième défi, c'est l'accès à la vaccination de masse. Il faut, pour pouvoir vaincre cette maladie, que les animaux soient vaccinés, qu'on puisse atteindre des couvertures vaccinales élevées pour rompre la chaîne au niveau de la population canine. Bien entendu aussi au niveau des humains, il faut que l'accès à la prophylaxie post-exposition soit réel. C'est ce qui est fait actuellement et nous comptons vraiment renforcer cela pour que ce défi ne soit plus un défi, mais qu'il soit surmonté. Alors, comment peut-on parvenir à éviter de contracter la maladie? Pour éviter de contracter la maladie, je pense qu'il y a... Parce qu'aujourd'hui, il est facile d'avoir un animal chez soi. Oui. Le suivi vétérinaire n'est pas toujours effectué. Et puis bon, un accident, c'est très vite arrivé. Oui. Comment s'en prémunir? Il y a 4 étapes. Premier point, éviter de paniquer. Garder son calme. Éviter donc de paniquer, garder son calme. Deuxièmement, il faut procéder à un lavage abondant de la lésion ou de la plaie pendant au moins 15 minutes. Et tout ça, ça se fait à la maison. Et puis le troisième élément important qui va permettre qu'on évite la maladie, je pense même que c'est le plus important, c'est de consulter immédiatement un centre de santé pour que la prophylaxie post-exposition, c'est-à-dire la vaccination, soit entreprise. Et là,
je voudrais insister aussi, parce que nous, dans nos études, nous avons vu que 45% des personnes qui commencent la vaccination ou bien le traitement, ils arrêtent le traitement après 1 ou 2 doses. Cela ne garantit pas la protection. Donc, aller dans un centre de santé, c'est une chose. Commencer la vaccination, c'est une autre. Mais le plus important, c'est de terminer la série de doses qui a été prescrite par les agents de santé. Et puis le 4e élément, c'est d'amener l'animal chez un vétérinaire pour que l'animal soit surveillé et puis éventuellement qu'on puisse ajuster le traitement. Alors, professeur, nous sommes au terme de notre échange. Y aurait-il un aspect sur lequel vous aimeriez revenir rapidement pour conclure? Non, je voudrais simplement dire que la rage, c'est une maladie qui est présente en Côte d'Ivoire, qui est une maladie grave, qui est mortelle à 100% dès que les signes sont déclarés. Mais c'est une maladie qu'on peut prévenir, pourvu qu'on puisse s'occuper de son animal, qu'on puisse vacciner son animal, pourvu que lorsqu'on est mordu, griffé par un animal, qu'on puisse immédiatement consulter dans un centre de santé après avoir lavé la plaie et bien sûr suivre toute la procédure qui va être engagée au niveau des centres de santé. Et je voudrais terminer en disant que c'est une maladie, c'est une zoonose dans laquelle les professionnels de la santé animale et humaine sont engagés ensemble selon le concept une seule santé, et c'est à ce prix-là que la Côte d'Ivoire pourra éliminer la rage à l'horizon 2030. Alors merci professeur d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le professeur Isiaka Tiambré, sous-directeur de la vaccinologie à l'Institut national d'hygiène publique, l'INHP. Et avec vous, nous avons parlé de la rage, des principaux défis dans la lutte contre la maladie en Côte d'Ivoire, mais surtout comment la vaincre. L'actualité, c'est également cette information, mesdames et messieurs. La Côte d'Ivoire, vous le savez, porte le deuil depuis vendredi dernier, jour du décès du ministre chargé de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, homme de devoir. La nation lui rend hommage avant l'ultime séparation. Le programme des obsèques se définit comme suite. Mahama Traoré. Communiqué de la Direction générale du protocole d'État. Les personnalités civiles et militaires ci-après sont conviées à la cérémonie d'hommage de la nation à feu Sidiki Diakité, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui aura lieu le lundi 26 octobre 2020 à partir de 10h dans l'enceinte de la primature. Ce sont Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Madame le secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, Monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, Monsieur le coordonnateur résident des activités opérationnelles du système des Nations Unies, Monsieur le chef de la délégation de l'Union européenne, Madame la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant résident de la CEDEAO, Madame la représentante résidente du PNUD, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les directeurs de cabinet des ministres à la présidence de la République, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les préfets de région, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas, ASCAD, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'inspecteur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Messieurs les directeurs généraux des douanes et des affaires maritimes et portuaires, Madame la directrice générale des forêts et de la faune, Monsieur le président de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Monsieur le président de l'Autorité nationale de la presse, le bureau de l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire, le bureau de l'UVICOSI et Messieurs les maires du district d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les présidents, secrétaires exécutifs ou secrétaires généraux des partis politiques, Messieurs les représentants du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le Président et 5 membres du Forum des confessions religieuses, Monsieur le Président et 5 membres du Conseil supérieur des imams COSIM, 5 représentants de la chefferie Achan, 5 représentants des organisations de la société civile, 5 représentants des associations et mouvements de jeunesse. La mise en place dans l'enceinte de la primature débutera à 7h30 et prendra fin à 9h30, horaire de rigueur.
Et c'est sur ce communiqué qui rend compte de l'organisation de la cérémonie d'hommage de la nation à Feu Sidiki Diakité que se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bon début d'après-midi.